Bonjour! Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, dans les quartiers, c'est un petit peu violent. Pourquoi la violence explose dans les banlieues françaises? Alors, évidemment, c'est un article qui fait suite à ce qui s'est passé avec ce malheureux Thomas. J'ai pas lu l'article encore, donc on va le découvrir ensemble. Alors, je ne sais pas qui a écrit. Est-ce que c'est quelqu'un de gauche qui va dire que oui, c'est parce que toutes les racailles sont des oubliés, et puis de toute façon, en France, ils sont pas aimés, puis c'est des victimes du racisme et tout, ou si c'est quelqu'un d'autre qui va dire la vérité. Bon. La mort de Thomas, survenue à Crépol le 17 novembre dernier, a sidéré la France. Comment peut-on mourir sous des coups de couteau dans un simple bal de village? Comment des jeunes venus d'une banlieue voisine pour planter du blanc peuvent-ils se livrer à une violence aussi extrême et gratuite? Ces questions, le pédopsychiatre Maurice Berger se les pose depuis des années. Toujours pas trouvé. En 1979, il a créé à Saint-Étienne le seul service hospitalier français consacré à ces enfants qui sont de plus en plus nombreux à sombrer dans une violence extrême. Mais c'est les jeux vidéo, j'arrête pas de le dire. Familier du Québec, où les lois de protection de la jeunesse lui ont servi d'inspiration, il s'entretient chaque jour avec des jeunes qui ont été retirés de leur famille pour cause de violences gratuites. C'est pourquoi ce qui s'est passé à Crépol ne l'a pas vraiment surpris. Crépol était prévisible, dit-il. Le groupe qui a attaqué était constitué de sujets à l'identité défectueuse, ne partageant aucune valeur commune. Il leur fallait des ennemis pour se sentir unis, ce qui leur offrait un oripeau d'identité. Ce qui est nouveau, c'est qu'un tel groupe sorte de son territoire pour attaquer des personnes paisibles. On n'est plus dans les territoires perdus de la République, car conquis par l'islamisme, mais dans la conquête de territoires par la force. Cette insécurité s'étend maintenant à tout le pays. Quant au racisme anti-blanc, il était connu. De nombreux éducateurs ne veulent plus travailler dans certaines structures car ils se font traiter de sales blancs et n'ont plus aucune autorité. Récemment, Darmanin a dit que oui, en effet, il y a peut-être éventuellement du racisme anti-blanc. Bon, ils le disent vraiment du bout des lèvres. Mais voilà, il y en a quand même encore qui disent que non, ça n'existe pas. Mais voilà, ça commence quand même à ressortir un petit peu. La violence a changé de nature. La montée de la violence en France n'est un secret pour personne. En 2018, toutes les 2 minutes, si l'on exclut les vols, il y avait une violence gratuite. Un chiffre en augmentation constante. Entre 2018 et 2020, les tentatives d'homicide sont passées de 2400 à 3600, explique le médecin. Heureusement, les progrès de la réanimation et de la chirurgie ont permis de limiter la mortalité. Selon Maurice Berger, cette violence a changé de nature. On est passé de frapper c'est grave à frapper n'est pas grave, puis à tuer n'est pas grave. Oui, maintenant c'est un fait divers. Des gens meurent, c'est un fait divers. C'est même du Roméo et Juliette. De toute façon, ils seraient morts un jour ou l'autre, nous disent des mineurs. Ok. Donc tuer ne consisterait qu'à accélérer un processus naturel. Ces jeunes n'éprouvent aucune culpabilité, ce qui déstabilise les professionnels. Le fréquent laxisme judiciaire, oui, parce qu'il y a ça aussi, en France aggrave la situation. Je sais que même si ce que j'ai fait est grave, je n'irai pas en prison, me disent ces mineurs. Et ils ont tout à fait raison, c'est ça qui est dingue. Même si la France interdit les statistiques ethniques, toutes les enquêtes tendent à montrer que cette violence extrême est particulièrement forte dans les quartiers immigrants. Les étrangers sont 3 fois plus représentés dans les prisons françaises. Ils constituent 23% de la population carcérale pour seulement 7% de la population. À Lyon, 44% de la délinquance et de la criminalité constatée est le fait d'étrangers. 75% des mineurs déférés au tribunal de Paris sont aujourd'hui des mineurs non accompagnés. La France n'est pas une exception. En Italie, en Suisse, au Danemark et en Allemagne, où les statistiques ethniques sont autorisées, les populations issues de l'immigration extra-européenne sont partout surreprésentées dans la criminalité. Dans le centre éducatif judiciarisé où je travaillais, 90% des mineurs provenaient du Maghreb, dit le docteur Berger. Mais 80% des éducateurs étaient aussi maghrébins et respectaient la loi, alors qu'ils provenaient des mêmes quartiers et avaient vécu dans les mêmes conditions économiques. Cela montre que la précarité n'est pas l'élément causal de la violence et qu'on naît dans une famille avant de naître dans un quartier. Mais c'est ça. C'est aussi ce que je me dis. Je suis née moi-même, j'ai grandi dans un quartier pauvre, j'étais pauvre. Je vivais comme tous les jeunes du quartier, qui étaient toutes des racailles, qui faisaient n'importe quoi, qui brûlaient des poubelles des voitures, qui brûlaient tout ce qu'ils voyaient. Moi, je n'ai jamais fait ça. Pourquoi je n'ai jamais fait ça ?
Pourtant, j'ai vécu et j'ai grandi exactement dans les mêmes conditions. On partageait tout, on partageait le même quartier, la même école. On avait tout pareil. Pourquoi je n'ai jamais fait ça? Pour le pédopsychiatre de renommée internationale, la pauvreté n'explique en rien cette violence gratuite. Selon les études, la première caractéristique des mineurs violents, c'est qu'ils ont été exposés très tôt à des violences conjugales, souvent avant l'âge de 2 ans. Au moins 70% des mineurs violents ont été témoins de cette violence et l'intériorisent très fort, si bien qu'elle devient constitutive de leur identité et peut ressurgir de manière immédiate pour un simple mauvais regard. Le jeune devient alors un tsunami destructeur. Toute culture qui comporte une inégalité homme-femme peut être à l'origine de telles violences. Cette violence existe aussi dans les pays d'origine, mais elle s'y exprime moins car la répression policière est brutale et la honte rejaillit alors sur la famille de l'auteur. Mais nous, la police les laisse faire, la justice est de leur côté, forcément ça ne réglera jamais le problème. Des familles claniques. Dans son ouvrage sur la violence gratuite en France, l'artilleur Maurice Berger raconte que la moitié des jeunes maghrébins de son centre ont comme projet de vie, une fois mariés, de vivre à proximité de leur mère, ou même chez elle. Ces jeunes ne s'imaginent pas hors du clan, sans qui ils ne sont rien. Dans notre culture, notre projet est d'avoir des enfants autonomes qui puissent construire un projet personnel et s'éloigner sans rompre les relations. Au contraire, les membres du clan ont une identité groupale, indifférenciée. En cas de divergence avec autrui, un membre d'un clan rameute son groupe. « Mes frères vont venir te tuer ». Le code de l'honneur du clan l'emporte sur les lois de la République. Un clan ne peut pas voir son honneur sali ni reconnaître une erreur. Ce serait humilier toute la famille. Il innocente systématiquement ses enfants. Un clan est un corps, et si un membre s'en éloigne physiquement ou psychiquement, il se vit comme amputé, dit Berger. C'est pourquoi la ghettoisation est auto-sécrétée. On est ici devant une opposition frontale entre deux types de cultures bien décrites par l'anthropologue Margaret Mead. Les cultures de la honte, ou de l'honneur, et celle de la culpabilité caractéristique de la civilisation judéo-chrétienne. Car c'est ici que le piège se referme. En effet, rien de plus facile que de pousser un occidental à se sentir coupable. Et plus les membres de la civilisation de la culpabilité se sentent coupables, écrit Maurice Berger, plus les membres de la société de la honte se décrivent comme victimes, dans une inflation interminable. C'est pourquoi, renchérit-il, définir les quartiers dits sensibles comme déshérités, c'est alimenter cette position victimaire de revendication permanente. C'est toujours ce qu'on ressort. C'est tout le temps ça. Oui, c'est des quartiers sensibles, machin, on s'en occupe pas, c'est les pauvres oubliés du pays. Non, absolument pas. De courtes peines rapides, ce n'est pas parce que le pédopsychiatre comprend l'origine de ces comportements qu'il les excuse. Il constate au contraire que pour de plus en plus de mineurs violents, les mesures éducatives, le placement en foyer, les sursis contribuent à amoindrir la gravité de l'acte commis. Beaucoup de juges français ont une idéologie apénale et le gouvernement a une idéologie antipénale. En l'absence de sentiment de culpabilité, dit Berger, le seul miroir de la gravité de l'agression est la lourdeur de la sanction. Mais voilà, et comme il n'y a quasiment pas, on peut le dire, de sanctions, pour eux c'est ok, c'est bon, ce que j'ai fait c'est pas si grave, je peux recommencer. On prend cher, c'est aussi le seul dispositif qui arrête un fonctionnement de toute puissance du genre. Je veux, je fais. La prison marque une rupture radicale de ce mode de fonctionnement. La question est celle du moment où on doit y faire appel. Beaucoup de juges français ont une idéologie apénale et le gouvernement a une idéologie antipénale. Ils pensent encore sans preuve que la prison est l'école du crime, alors que le taux de non-récidive à 1 an est de 69%. Le résultat est qu'il faut être un multi-récidiviste pour aller en prison. Et encore, combien de fois on voit « oui, machin, alors il a agressé, il a fait ceci, il a fait cela, il est connu de la police, il s'est fait arrêter 26 fois, mais bon, c'est pas grave. » Et ça, c'est incroyable. On en est à dire « oui, bof, ça va, tout le monde a le droit à une 346e chance. » Lorsque la violence est devenue un mode de vie établi, pour paraphraser le criminologue québécois Maurice Cusson. Pour Berger, la loi doit donc être ferme dès la première violence importante et l'application rapide. C'est comme ça qu'on comprend. On fait une connerie, la première fois, on s'en prend une grosse dans la gueule, une tarte, attention. Et puis on recommence pas. C'est pas si on dit oh bon mon pauvre choupinou, c'est pas si grave, il apprendra rien. Parce que c'est des gamins, c'est vraiment enfants qui commencent à faire des bêtises. Donc c'est enfants qu'il faut déjà leur apprendre que c'est pas bien.
Ces courtes peines doivent aussi s'accompagner d'une lourde peine de sursis qui joue le rôle d'une épée de Damoclès, dit-il. À l'exemple des Pays-Bas, où les peines de prison sont généralement courtes mais automatiques. Résultat, le pays a fermé plus de 27 prisons qu'il loue à la Belgique et à la Norvège. Bon. Eh bien, oui, je suis plutôt d'accord avec cet article. Après, c'est bien beau de le dire. On n'arrête pas de le dire, mais ça serait bien aussi d'agir, de l'action, un minimum, ça ferait plaisir. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!